Bonjour Laurent, j'espère que tu vas bien. On est dans un lieu un peu atypique aujourd'hui parce qu'on est chez moi. On n'avait pas d'autres solutions pour enregistrer ce podcast et je suis très content de te parler aujourd'hui après quelques mois parce que sans trahir de secret, on s'est rencontrés la première fois lorsque tu cherchais à lever des fonds pour Mitigret, le projet dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais avant ça, Laurent, avant de parler d'énormément de choses, on va parler assurabilité, peut-être prévention et tout ce qui est lié aussi à l'eau. Mais avant d'aborder tout ça, Laurent, je vais te demander de te présenter à mes auditeurs. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, je suis très content d'être à ton podcast. Oui, je m'appelle Laurent Feuillebois et je suis le cofondateur de Mitigret, une start-up donc norvégienne. Je suis français à la base, mais je suis expatrié en Norvège depuis déjà quelques années. Et Mitigret, voilà, c'est un acteur de l'insurtech qui est focalisé sur la prévention des inondations en assurance. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. C'est très instructif. Mais avant ça, la première fois qu'on s'est parlé, on a un peu parlé de d'où on venait. Moi, je suis grandi à Chalon-sur-Saône et je suis assez fier de le dire maintenant que je suis à Paris, tu vois. Parce que des fois, quand je rencontre des gens et que je me rends compte qu'on habite pas loin, tu vois, ça fait tout de suite le rapprochement. Toi, tu viens de Montluçon. Ouais. Au début, enfin, t'as grandi là-bas. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu le diras peut-être, mais tu as fait des études en géologie, si je me trompe pas. Enfin, quand tu étais enfant, quand tu étais ado, quel était un peu ton rêve et pourquoi tu t'es orienté sur cette thématique-là? Ouais. Donc, ouais, là-bas, je viens de la région de Montluçon, un village qui s'appelle Uriel, donc en plein milieu des champs, clairement, petit-fils d'agriculteur, fils, parents d'ouvriers et de fonctionnaires, d'ailleurs, à la poste, pour ma mère, voilà, donc un milieu assez Modeste, c'est ça. C'est ça, on va dire ça. Et non, ouais, moi ce qui m'a beaucoup bercé, alors c'est vrai c'est marrant parce qu'on les voit pas forcément depuis Montluçon, mais c'est les volcans d'Auvergne qui m'a un peu marqué. C'est vrai qu'on les voit sur un beau jour au loin, et c'est une question que j'ai toujours posée à mes parents. C'est en fait, pourquoi on a des volcans, pourquoi il y en a une centaine, pourquoi ils sont alignés, pourquoi ils ont des formes différentes. Ça depuis que j'ai 3 ans. Et c'est vrai que j'étais l'enfant qui était très à poser des questions, surtout pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est. Et après j'ai eu une phase de construire. Je voulais construire des choses. Alors j'ai eu des Lego, c'était des volcans, c'était plein tout ce qui était lié un peu à la nature. Et vraiment, c'est ce qui m'a amené par la suite à être intéressé par la compréhension en fait des incertitudes, des risques naturels, des Nat 4, et donc à commencer par les volcans. Et moi, ce qui m'a toujours, c'est quelque chose qui me passionne toujours aujourd'hui, c'est pas forcément, enfin évidemment il y a la compréhension quantitative du risque que je trouve passionnante, mais après il y a tout le côté on va dire anthropologique et même géopolitique en fait autour des risques Nat 4 qui en fait pour moi ont clairement défini les frontières, qui ont clairement défini la façon dont on développe nos pensées, nos croyances. J'ai travaillé pendant un moment sur l'Etna en Sicile, on peut en parler un peu un peu plus tard, mais c'est vraiment je pense que le Nat 4 définit beaucoup plus dans beaucoup plus de notre entourage qu'on le pense. Donc quand tu étais à Montluçon, tu as fait quoi? Collège, lycée? Et c'est à partir de où, enfin de quand tu t'es dit bon écoute, je vais aller faire ça, je vais aller faire ce métier-là, parce que au début tu te dis bon, je vois les volcans, ça te passionne, mais est-ce que globalement dans ton adolescence t'as vraiment fait des activités, je sais pas, en dehors de ton école, en dehors du lycée, où tu prenais du temps à comprendre ces phénomènes-là, ou c'est arrivé un peu plus tard et où tu t'es dit en fait ça, j'ai vraiment cette passion pour ce milieu-là et en fait je crois que j'ai envie d'en faire mon métier. Est-ce qu'il y a une frontière entre passion, métier? Est-ce qu'aujourd'hui ton métier est une passion? Ouais, je dirais que oui. Alors le côté volcan et le côté géophysique, clairement. Alors j'ai fait une option latin au lycée. On était 4 dans l'option. Il y avait pas beaucoup de monde à Uriel. À Montluçon, personne faisait ça. C'était Uriel, ça. Ah, c'était Uriel. à Uriel. Et on a fait un voyage, il me semble que c'était avec du coup toutes les sections, on devait être une de tous les âges, on était peut-être 15 et on allait à Pompéi.
Et on a été voir, voilà, tu vois, les gens, le Vésuve, enfin, les gens ensevelis, tu vois, et ça a été une expérience assez impressionnante. Ouais, c'est là que je me suis rendu compte, ok, ça m'intéresse. Et puis après, au collège, à un moment, tu commences l'SVT. Ouais. Alors je me souviens plus, est-ce que c'est, je me souviens plus. C'est dès la sixième. Ça doit être, c'est sixième, ouais, peut-être. Ou cinquième, peut-être. Ouais. Et là, une prof fantastique. Vraiment, t'avais des collections de roches, des trucs empaillés, enfin, elle a réussi à donner la passion. Et puis moi, j'avais plein de questions qui étaient bien plus, enfin, je voulais savoir plus, quoi. J'étais très frustré du programme, il n'y en avait pas assez. C'est vraiment le truc qui m'intéressait le plus. J'avais posé des questions à mes parents pendant 12 ans avant d'arriver au collège sans avoir de réponse. Ouais. Et du coup, j'ai développé une relation avec cette prof et qui m'a vraiment donné l'intérêt par la suite. Tu n'avais pas du tout dans ton entourage familial de personnes sur ces sujets-là? Absolument pas. Alors après, j'ai un grand-père qui est hyper donc agriculteur, qui était hyper avancé, je veux dire, pour les années dans les années 50. C'était une des premières fermes en Auvergne où on testait les sols pour savoir exactement combien d'amendements il fallait mettre. Donc c'était, même s'il a pas fait d'études, en fait, hyper intéressé par en fait faire les choses bien et utiliser les meilleures technologies pour y arriver. Donc ça a été toujours, enfin ouais, j'ai quand même grandi grâce à lui, je dirais, et grâce à ma famille en général, dans un environnement hyper curieux de savoir qu'est-ce qui est le mieux, quelle est la meilleure décision, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même, qu'est-ce qu'on peut remplacer. Donc ça a été vraiment une trame, je dirais. Alors après, voilà, bac S, option maths, d'ailleurs. Et pas option SVT? Non, parce qu'on m'avait dit non, c'était, je voulais vraiment pousser un peu mes limites. J'aime bien faire les choses de façon à me dire voilà, si je vois quelque chose à améliorer, en général c'est là-dessus que je veux pousser. Et les maths, c'était peut-être pas forcément mon plus fort, mais bon, je m'en suis pas si mal sorti quand même. Et tu fais quoi après? Tu rejoins une école de géologie? Alors, comment ça se passe? Ouais, là et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais hyper, enfin, j'avais vachement fait de recherche au moment de trouver mon orientation, et moi je m'étais rendu compte qu'il y avait cette école à Nancy en géologie, donc l'École nationale supérieure de géologie, et c'était vraiment bon, si on veut faire de la géologie en France, c'est vraiment l'école de référence via le public. Et pour y accéder, c'est une classe prépa. Donc j'ai fait une classe prépa, BCPST, la prépa veto en fait, qui est le mix en fait entre, t'as encore des maths, de la physique, de la biologie, des sciences de la terre. Enfin, c'est la seule prépa en fait où on fait de la science de la terre. Donc ça, c'était une évidence, c'était là où je voulais aller. À Nantes, à Clémenceau, j'avais un petit peu de famille là-bas. Donc j'ai fait des connaissances fantastiques, et c'est vrai que je pense la raison principale d'ailleurs pour laquelle j'étais accepté à Clémenceau, c'était parce que j'arrivais et je voulais aller à l'école de géologie de Nancy, alors que tout le monde à Nancy, alors ceux qui connaissent pas, c'est la prépa Clémenceau de Nantes, à l'époque c'était la deuxième classée nationale, je sais plus où ils sont aujourd'hui, mais c'est vraiment la première prépa après les prépas parisiennes pour préparer l'accès aux classes veto. Et en fait, tout le monde voulait faire, tout le monde voulait aller en école vétérinaire, et moi je voulais faire de la géologie. Ils se sont dit, celui-là il va réussir à donner la passion à d'autres en géologie, donc on va le prendre. Donc t'es allé à Nancy après? Ensuite Nancy, ouais, et en fait tu te retrouves, tu passes de Montluçon à Nancy, tu connaissais rien à Nancy? Non, mais c'est une ville super étudiante. Pour le coup, l'École nationale supérieure, c'était top. En fait, on a une résidence qui était juste à côté, la résidence Brabois. T'as tous tes potes de première année qui sont là. Enfin, je veux dire, ouais, c'était génial. Je les ai vus il y a un mois. Donc, tu les as vus encore? Ouais, comme pas de promo, alors. C'est ça, exactement. Okay. T'es sorti d'école en quelle année, du coup? T'as fait cette école? Ouais.
t'es reparti à Londres, non? Tu t'es pas parti à Londres? Ouais, alors un des atouts de l'école de géologie de Nancy, c'est qu'en fait, il y a des partenariats de dingue, puisqu'en fait, c'est la meilleure école en France en géologie. Donc, il y avait un partenariat de 3e année avec l'Impérial à Londres. Et c'est là, en fait, donc j'ai eu le déclic vers la géophysique. Donc, c'était plutôt géologie à Nancy. Le déclic vers la géophysique, c'était un stage. C'est quoi la différence? Alors, la géologie, c'est en gros les concepts, donc tous les concepts et tout, en gros, l'historique qui te donne qui va expliquer en fait des phénomènes. Donc, par exemple, les dépôts de minerais, l'enrichissement, etc., ou même la pollution des sols. Ça peut même être la géologie numérique pour comprendre comment des failles se sont déplacées, etc. Donc, c'est hyper large. La géophysique, c'est vraiment comment on met des maths derrière ça. Comment on comprend à quelle vitesse ça s'est enfoui? Est-ce qu'on va s'attendre à un séisme de magnitude 7, 8, etc. Dans quelle zone? Et puis aussi dans tout ce qui est dans toutes les industries, je dirais énergétiques, donc extractives. La géophysique, c'est en fait l'outil qui permet de dérisquer en fait quelles sont les quantités de minerais en place ou d'énergie fossile en place qui vont être découvertes. Mais c'est vrai que ce passage de la géologie à la géophysique, pour moi, c'était le stage. Donc on reste sur les volcans, hein. Un stage sur l'Etna en Sicile. Je fais ça en 2e année et là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment donné la passion de la géophysique. C'est un professeur de l'université de Ulm à Cachan, enfin Ulm à Paris d'ailleurs, ENS Ulm Paris. Même si je sais qu'il enseigne à plusieurs ENS, Pierre Briol. Et en fait, pendant mon stage, il était là avec tous ses élèves et d'ailleurs un ami de promo de Nantes, de prépa, qui était en fait en voyage sur l'Etna. Et c'est vrai que là, j'ai compris comment j'allais pouvoir contribuer. Alors après, juste après ça, je pars à l'Impérial. En partenariat avec l'école de Nancy. Ouais. Voilà. Et là, c'est vrai que c'était un peu. Alors, j'ai fait de la géophysique plutôt orientée énergie et ressources, mais au final, les maths derrière, c'est les mêmes outils. Et après, une des raisons aussi pour laquelle j'ai été vers ce master, c'est que j'étais 100% sponsorisé par justement mon employeur futur, qui s'appelait PGS. C'est une boîte donc un compétiteur de CGG. Alors ils n'existent plus aujourd'hui, PGS, ils ont fusionné. Une compagnie norvégienne, donc vraiment basée sur la data. Ils t'ont recruté avant que tu sortes d'études? Ouais, j'étais recruté 1 an avant de rentrer. Enfin, j'étais recruté en fait quelques mois avant de rentrer à Londres, avant de commencer mon master à Londres. Et en fait, c'était assez commun sur une promo de 25 à Londres, on était, je pense qu'on était 15 à être complètement sponsorisés. Il y avait des gens du monde entier. Hein, certains étaient sponsorisés par des compagnies privées, d'autres par des gouvernements. C'était vraiment, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que ça m'a un peu aidé au choix aussi aller à Londres quand on vient du réel. C'est ça, pas forcément. Il y a une différence énorme. Comment tu l'as vécu de l'intérieur? Est-ce que tu avais déjà, parce que Nancy, bon, ça reste grand, mais c'est pas non plus très très grand. Non. Je le compare un peu à un Dijon, mais j'ai pas les ordres d'idées, les ordres de grandeur en tête, mais. Non, beaucoup. Et quand tu passes de Nancy à Londres, c'était la première fois à l'étranger. Comment l'impression quand t'arrives, tes premières minutes, te rappelles un peu? Ah ouais, déjà l'anglais, hein. L'anglais, ça c'était. Aujourd'hui, c'est marrant. Je suis à Paris là en ce moment et je passe un peu de temps avec des Français qui me disent mais t'as pas d'accent français, c'est pas juste. Qu'est-ce que t'as fait? Et c'est vrai que alors là, je me souviendrai toujours les 3 premiers jours à Londres, j'avais mal partout dans la bouche. Les muscles sont pas utilisés de la même façon. Donc ouais, c'est. Et d'ailleurs, tu parlais bien en anglais à l'époque ou? Pas vraiment. Non, c'était pas génial. C'est vraiment pas génial. Et d'ailleurs, je peux te dire que
pour pouvoir donc sur si tu regardais mes notes scientifiques de géodésie, etc., c'était bon, hein, j'ai rempli toutes les cases, etc. D'ailleurs pour avoir le sponsoring, mais en fait après il fallait passer l'IELTS pour pouvoir avoir un niveau minimum d'IELTS pour pouvoir arriver en master, pour pouvoir commencer le master à Londres. Et en fait j'ai passé l'IELTS 3 fois. Pour pouvoir avoir la note minimum à chacune des matières dans des trucs, dans des examens différents. Parce que j'ai pas réussi à avoir les 3 meilleurs. J'ai pas réussi à avoir le minimum sur les 3. Mais c'est pour ça, et je veux dire, si t'as des jeunes tu me disais, t'as pas mal d'étudiants qui écoutent. Moi, je pense qu'il faut pas s'arrêter à un nom ou une première petite écharpe dans le pied. Faut vraiment, faut pousser, quoi. Si on a envie de faire quelque chose, il faut continuer. Donc Londres, 1 an, et puis ensuite. Ça se passait comment? Parce que je disais que tu avais été embauché par ta boîte, tu as eu un sponsorship. Ouais. Est-ce qu'il t'aidait financièrement sur place? Ah oui, pas du tout. Ouais, t'étais sponsorship, donc t'as un salaire. C'est un système que je connais pas bien, tu vois. C'est assez. Donc ça veut dire 1 an à l'avance, t'as un salaire. Ouais. Donc tu vois, c'est pas mal quand même. Ça, tu vois, je connais pas. C'est pas mal, c'est assez convaincant. On va dire. Non, parce que dans ce système-là, enfin, je connais des gens qui ont habité à Londres, dans mon entourage, dans mon travail à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'à la fois, c'est quand même très cher de vivre à Londres, surtout aujourd'hui. Ouais. Et d'autant plus quand t'es étudiant. Donc ça veut dire que globalement, il y a des solutions qui existent. Ouais, et puis après, ce que tu proposes. Après, des choses fantastiques. Je veux dire, quand tu viens d'une école qui a des comme John Nancy ou d'autres, d'ailleurs, qui ont des partenariats avec ces universités-là, en fait, t'as le carnet des élèves. Donc, en fait, t'arrives dans la coloc que les élèves de John Nancy ont depuis 10 ans à Londres, et donc t'es un peu chez toi, quoi. Et pareil, tu vois, je suis le babysitter des enfants de ma coloc de Londres, qui a bougé maintenant à Oslo. Donc les liens humains, moi je les ai toujours construits sur la durée. Et c'est vrai que ça a été une expérience formidable, et n'importe qui a l'opportunité d'aller bosser à l'étranger, je pense que il faut le faire. Justement, tu parlais peut-être de PGS. Ouais, tu disais qu'ils avaient été rachetés, mais globalement à l'époque, au-delà du sponsorship, qu'est-ce qui te plaisait dans cette boîte, et globalement qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, je suis absolument pas du secteur. J'ai pas vraiment une vision. Ça me paraît un peu éloigné pour moi. En plus des sujets qu'on traite, parce que là vraiment c'était le premier avec qui on parle de ces sujets-là sur le podcast. On est à peu près un peu plus de 20 épisodes au total, et on n'a jamais parlé de ça. On est très sur des logiciels SaaS et des choses assez classiques. Et là on sort un peu des parcours. On va y revenir au SaaS, mais donc ouais, bien sûr. Mais tu vois, là sur ce parcours-là, qu'est-ce qui te donne envie d'aller là-bas, et qu'est-ce qui était peut-être un peu novateur sur ces sujets-là à l'époque? Alors PGS, c'est vrai que c'était vraiment le fleuron. C'était vraiment le fleuron des boîtes de services, on va dire européennes, je dirais, avec CGG. Pour donner une idée, PGS, au moment où je l'ai rejoint en 2013, donc ils ont un ordinateur qui s'appelle le Cray. Je sais pas si tu as déjà entendu. Non, du tout. C'était l'ordinateur le plus puissant du monde. C'était la boîte qui avait la plus haute capacité de calcul au monde. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils venaient d'acheter une flotte de bateaux assez importante. Alors évidemment, en Norvège, il y a beaucoup de l'industrie qui vient plutôt du maritime, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, donc ces bateaux, en fait, ils acquièrent des données sismiques. On parle de terabytes de données acquises en quelques jours. Des bateaux de recherche? C'est des bateaux de recherche qui sont équipés avec des systèmes d'enregistrement qui sont des câbles, en fait, avec des géophones et des hydrophones inclus à l'intérieur. Ils ont un brevet vraiment spécial. Ils parcourent les fonds, ils parcourent la surface, surface de la mer. Voilà. Et en fait, ils émettent des ondes sismiques de façon à pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe sous le fond marin. Okay. Et ils font des images, en fait, jusqu'à 3-4 000 mètres de profondeur. Ça peut même aller plus profond. De façon
façon à pouvoir en fait identifier voilà quels sont les potentiels de ressources dans ces zones. Et c'est vrai que le fait qu'ils avaient déposé ce brevet sur cette technologie, ils avaient ce secret qui était, enfin, quand on parle d'enregistrement de terabytes de données, il faut des ordinateurs faramineux pour pouvoir les processer. Et donc j'ai fait alors évidemment, comme j'étais sponsorisé, j'ai fait mon master, j'ai fait mon projet de master chez eux. Et finalement, je gagne en fait le prix du meilleur projet de l'année de l'Impérial de mon master avec ce sujet-là. Et je me dis si en plus, ils ont plutôt bien pris soin de moi pendant un an, et en plus, visiblement, ce que je fais, c'est quand même techniquement très intéressant. Alors, allez, on y va. Et du coup, j'ai rejoint une équipe qui s'appelait une équipe d'interprétation quantitative, d'ailleurs dirigée par un Français. Donc là, t'étais en Norvège alors. Alors là, je suis toujours à Londres. T'es toujours à Londres. Toujours à Londres pour un boss pour eux à distance. Ils sont en Norvège. Le siège social est à Norvège, mais ils ont des bureaux à Rio, à Houston, à Londres, à Singapour. Mondial. Voilà. Donc c'était rejoint à Londres dans une équipe fantastique d'ailleurs. J'ai même recruté quelqu'un. J'ai même recruté quelqu'un à Mitigate il y a un mois, grâce en fait à un de mes collègues là-bas qui bosse maintenant en Norvège. Donc vraiment garder cette clé, tous les gens avec qui on travaille, ça peut toujours servir. Il faut vraiment rester en contact, créer ces liens, parce que on le bâtit dès le début en fait, ce réseau-là, et je pense que c'est très important. Mais ouais, donc du coup encore, disons que c'est encore la même façon de se dire. Par contre, on est convaincu en fait qu'il faut continuer à bosser dans un sujet. C'est vrai, la raison pour laquelle j'ai quitté PGS, c'est principalement parce que je voulais plus travailler dans l'industrie extractive, pas y participer. La partie énergie fossile. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, forcément, c'était des sujets sur lesquels vous travaillez. Il n'y avait pas d'énergie alternative. Alors, pas à l'époque. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a des équipes qui bossent. J'y suis plus depuis 4 ans maintenant, mais les équipes bossent sur pour installer des éoliennes, exactement, en mer, etc. Des éoliennes offshore. Exact. Et je pense qu'il y a quand même une évolution de l'offre et de la demande aussi. Une diversification peut-être. Ouais, tout à fait. Les marchés un peu moins porteurs. Ouais. Et ça fonctionnait comment à l'époque? Parce que j'imagine que tu avais plusieurs zones géographiques où ils travaillaient, mais c'est quand même un sujet d'énergie et de propriété pour un pays, de détenir des ressources naturelles. Il y avait des enjeux quand même, parce que tu as parlé un peu de géopolitique, je crois, tout à l'heure, un petit peu. Tu as quand même des enjeux assez forts de territoire, d'avoir ces ressources, parce que PGS, au-delà d'avoir des bateaux, de faire de la détection, comment ça fonctionne? J'imagine que potentiellement ça peut être la next step, ça peut être de forêt. Tu me dis si je me trompe. Est-ce que eux le faisaient? Non. Alors ils détectaient pour des gens et ensuite c'était ça le business model du. Ouais, le rôle de PGS, c'était vraiment d'acquérir les données, de faire que les données soient le meilleure qualité possible, et ensuite de faire des analyses, donc de façon à pouvoir potentiellement dérisquer les mesures en place. Okay. Moi, j'ai travaillé sur plein de zones. J'ai travaillé sur l'Ouest africain, j'ai travaillé sur la mer du Nord, j'ai travaillé sur les Newfoundland au Canada. D'ailleurs, il n'y avait pas de découverte qui a été faite encore à cette zone-là. Et c'est vrai que moi, je travaillais vraiment sur le dernier aspect, c'est-à-dire que on mettait tout ensemble à la fin et on essayait de comprendre quels sont les volumes de ressources en place. Et tu utilisais quoi comme logiciel? Quand tu reçois les données, tu reçois des données, ça se représente comment? Ouais. Et avec quoi tu traites ces données? C'est quoi comme type de logiciel? C'est des trucs assez connus ou c'est Alors, t'as déjà vu un sismogramme? Oui. En fait, chaque géophone qui est sur un câble, donc il y en a un à 12 mètres l'un des autres, peut-être ça a changé depuis l'époque. Chaque géophone, donc t'as des câbles qui font 10 km de long.
et avec un tous les 12 mètres. Et chaque géophone, en fait, va enregistrer une trace sismique comme ça. D'ailleurs, 2, un géophone et un hydrophone. Et ensuite, en fait, tu te retrouves avec une section, en fait, du sol. Et cette section va te donner, en fait, du coup, chaque trace te donne, en fait, les réflecteurs. Donc, quand l'image sismique quand l'onde sismique arrive à des interfaces, donc si c'est plus hard, plus soft, s'il y a de la présence de sable, d'argile, si c'est compacté, si c'est pas compacté, s'il y a des failles, etc. Tu vas pouvoir le voir, en fait. Ça donne une image. Ça donne une représentation du sous-sol. Okay. Et alors, les outils qu'on utilise, c'est des supercomputers. C'était quand même très avancé comme technologie. On avait vraiment des outils. Je veux dire, tout était fait. On n'avait pas. C'était pas le cloud, mais c'était notre propre cloud en fait. Et ça, c'était déjà dans les années 2010. Et c'était tout était fait à distance. On avait donc nos ordinateurs étaient à Londres et à Houston. Okay. Et donc en fait, moi j'ai bossé beaucoup avec des méthodes d'inversion. Donc l'inversion, c'est quand en fait tu veux en gros t'as un résultat et tu veux en fait comprendre comment tu es arrivé à ce résultat en décombinant en fait en déconvoluant en fait les données d'ondes sismiques du résultat que tu as de façon à pouvoir trouver en fait quelles étaient les couches de sol ou de roches qui ont fait. Et c'est quoi? C'est de la proba, c'est de la stat. Et la probabilité. Alors en fait, tu dois créer un modèle d'abord. C'est quoi comme modèle? C'est des modèles de deep learning? C'est pas des modèles de deep learning, c'est des modèles. Non, alors c'est vraiment un modèle déterministique. Donc en fait où je suis absolument pas spécialiste du sujet. Hein. Donc t'as des modèles en fait. En gros, pour faire ces déconvolutions et faire ces analyses d'inversion, en fait tu vas d'abord en fait créer un étalonnage. Donc tu utilises des données de puits qui ont été forées, qui te donnent une certitude sur ce que tu devrais trouver dans la zone. Okay. Évidemment, les choses changent. Tu peux pas juste prendre un sample à un endroit et le dupliquer, voilà, ou penser que c'est la même chose partout. Et les données sismiques sont là en fait pour en fait t'aider à porter ces données au-delà du point où tu as la donnée. Okay. Et donc évidemment incertitude, probabilité, et en fait on se retrouve c'est très très proche de ce que les assureurs font en fait quand on fait des modèles de NatCat avec des simulations de Monte Carlo. On en fait des millions. C'est exactement la même chose. On prend des données à un endroit où on connaît, on crée un modèle de possibilités basé sur les probabilités par rapport à certaines variables, qui peut être la profondeur, qui peut être la température, qui peut être des variations dues à l'enfouissement plus ou moins rapide des roches. Si ça a été enfoui extrêmement rapidement, il y a plus de chances, par exemple, que ce soit un bon réservoir, alors que s'il a été enfoui lentement, il y a plus de temps pour justement que ça soit très très compact. Et donc en fait, tout ça, c'est des incertitudes. En fait, t'as en gros un catalogue de classes dans lequel tu peux catégoriser une réponse physique que tu mesures. Et tu veux en fait pouvoir utiliser l'inversion de façon à revenir vers qu'est-ce qui aurait pu être la meilleure explication pour cette réponse physique et mesurée. Très clair. C'est vraiment de la de chercher une pour le coup au niveau technologique, au niveau des sciences, au niveau de la physique, des maths, c'est hyper intéressant. C'était un sujet vraiment très 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 avancé et ce qui est déterminant pour ce type de données, et c'est le même d'ailleurs aujourd'hui pour même les données satellites qu'on utilise, c'est la bande de fréquence. Donc le plus de fréquences on a, si les fréquences sont très hautes, on a une très bonne résolution, on va pouvoir plein de petites choses. Et si on a des basses fréquences, ça veut dire qu'on a en fait, la basse fréquence va te donner la vérité. C'est-à-dire, on peut avoir une très bonne idée en haute fréquence de ce qui se passe en petits détails, mais si ce détail il est complètement déphasé par rapport
déphasé d'ailleurs en termes de fréquence, ou même complètement faux en termes de trend. En fait, on peut se dire qu'on a trouvé quelque chose alors que on est à des années-lumière de ce qui est vraiment. Okay. Et ça, c'est les basses fréquences qui donnent ces informations, et c'est ce que PGS était exceptionnel à acquérir avec leurs données. Ok. Et justement, donc là, on commence à voir le lien, peut-être un peu moins pour nos auditeurs, parce que moi, peut-être que je connais un peu Mitigate un peu mieux qu'eux, mais je crois qu'il n'y a pas de transition entre PGS et Mitigate, ou alors peut-être quelques mois. Comment t'en arrives à devenir entrepreneur? Tu fais quoi, 7-8 ans là-bas, de mémoire? 8 ans, ouais. 8 ans. Et à un moment donné, tu vas rejoindre Antler. Ouais. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, ça fait 8 ans que t'es là-bas, donc t'es quand même parti un petit peu en Norvège, j'imagine? Ouais, j'étais déjà en Norvège depuis 4 ans. 4 ans. Et à un moment donné, tu passes chez Antler. En gros, leur job, globalement, c'est ils lancent des projets et ils recherchent les personnes les plus compétentes, on va dire, pour porter ce projet. Si je me trompe pas, c'est un peu leur modèle. C'est pas eux qui décident des projets, c'est les partenaires qui invitent en fait aux accélérateurs. Donc là, c'est les compagnies d'assurance dans ce cas-là. Et ouais, alors après, moi, il y a eu un vrai déclic en 2018. D'abord, c'était c'est bien de travailler sur quelque chose qui est techniquement intéressant, mais je pense qu'on est de la génération aussi où il faut que ça motive. Et pour moi, continuer à travailler dans l'énergie extractive, ça marchait pas, quoi. Je suis passionné de plongée, je suis professionnel de plongée aussi j'ai fait en 2018, donc je suis parti pour 6 mois dans le Pacifique Sud pour aller bosser un peu à droite à gauche comme dive master, comme guide de palanquet. Polynésie française, Vanuatu, Fidji, etc. Et c'est vrai que là, je découvre un monde en fait un peu différent de celui que tu connaissais. Ouais, un petit peu différent, un petit peu très très différent même. Et c'est vrai que en fait, je comprends très vite que le job que je fais détruit directement ma passion. Tu mesurais pas ça à la base? C'est assez compliqué quand tu arrives. C'est vrai que tu te dis arrive un peu naïf, où tu te poses pas tu vas pas jusqu'au bout du raisonnement. C'est vrai que je sais pas, je me dis, tu fais des études, tu trouves un truc super intéressant, t'as des bons collègues, tu te dis à un moment quand même, ça vaut le coup, mais c'est vrai qu'à un moment ça finit par te rattraper. Je vis pas dans un monde, on vit pas dans un monde isolé. Et pour moi, le travail, c'est pas que le travail, c'est aussi, comme tu disais, c'est un peu ma passion. Donc ça a été un vrai un élément déclencheur. Un vrai élément déclencheur. Après, c'est vrai que ce qui avait été top à PGS, et c'est aussi pour ça que j'ai pu lancer Mitigate, c'est que j'ai commencé par vraiment bosser à fond sur la technique. Ensuite, j'ai fait du technico-commercial. Ensuite, j'ai vraiment bossé en business développement, où là, on travaillait vraiment avec où acquérir des données, etc. Et puis à la toute fin, j'avais publié un article avec des collègues et qui a en fait débouché vers une joint venture avec des startups. Et j'étais en charge. Alors évidemment ça s'est pas concrétisé, et ça a été un événement très frustrant aussi, où en fait t'es dans une grosse boîte, on te laisse travailler sur un truc pendant 2 ans, t'as des budgets, t'as des clients, et au final on se dit non, finalement on va pas le faire, c'est pas un truc qu'on va avoir comme une priorité. Donc c'est une combinaison de facteurs, un peu de renouveau. Enfin, 8 ans, au bout d'un moment, c'était quand même pas mal déjà, 8 ans dans une même boîte. Ouais, plutôt bien. On est changé de boulot finalement tous les 2 ans, avoir acquis plein de connaissances, avoir vécu dans 2 pays, sur plein de sujets différents. Non, c'était vraiment c'était vraiment une super expérience. Et Antler, en fait, vraiment
énorme coup de chance. Si tu veux, j'ai ce nom du board sur ce projet à PGS. Et 2 semaines après, j'ai en gros la recruteur d'Antler qui m'appelle et qui me dit on a de la place encore dans un programme qui commence dans 3 semaines. Est-ce que ça t'intéresse? Alors évidemment, j'avais 3 mois de préavis sur mon contrat, etc. Bah oui. Et finalement, encore une fois, si tu arrives à créer des liens, des bons liens, tu fais bien ton boulot. Finalement, si tu as une opportunité, ben les gens dans ta boîte vont te laisser la voir. Et ils t'ont laissé partir un peu plus tôt? Ils m'ont laissé partir beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, parce que j'ai eu l'appel le 20 décembre et le 1er février, j'étais à Antler, donc je peux pas dire merci assez en fait ces gens qui m'ont donné l'opportunité d'aller faire. Et comment tu rencontres tes fondateurs? Parce que du coup, tu parles d'une recruteuse, t'appelle, qui te parle peut-être d'une cohorte ou d'un projet. Ouais. Mais en fait, tu quittes ton boulot. Mais est-ce que tu avais vu les personnes avec qui tu allais potentiellement travailler? Ouais. Enfin, quand même. Quelques semaines avant, on te donne accès au profil. Et là, il y avait des gens super intéressants. Donc, une personne où je me suis dit, mais j'ai rien en commun avec cette personne. Ouais. Cofondateur. Alors, il était employé 30 à Spotify. Ok. Un business contrôleur de base. Ensuite, il a créé une boîte en e-commerce pendant 10 ans avec des opérations globales en Chine, au Vietnam, etc. Alexander Lund. Et donc, je me dis, bon, cette personne, j'ai vraiment rien en commun. Je pense, on verra, hein, mais Et puis finalement, on bosse ensemble sur un sprint, comme Antler les appelle. Ouais. Donc, tu as une assurance qui arrive avec un sujet de résilience, de risque. Bon, moi, avec mes données, avec avec mon background, finalement, je me dis, bon, c'est un truc que je peux regarder. Les inondations, on en a fait d'ailleurs à l'école de géologie de Nancy, ça fait partie du curriculum. Donc je me dis, bah écoute, pourquoi pas, j'essaye. Et puis finalement, je me rends compte que travailler ensemble, c'est super, on est hyper complémentaires. Et puis voilà. Donc à la base, vous êtes 2. À la base, on est 2. Et moi, j'ai rencontré aussi quelqu'un d'autre, plus tech. Qui nous a rejoint un peu plus tard. Ok. Parce qu'en fait, bon, un master de l'Imperial et Géo de Nancy, c'est pas mal, mais une thèse de Princeton, c'est pas mal aussi. Donc, vous avez Amit, si je me rappelle. C'est ça. Donc, Amit qui nous a rejoint un peu plus tard et lui qui est arrivé, en fait, pour vraiment scaler le projet. Et là, avec lui, une thèse en climat, en IA. Où là c'est vraiment c'est là où on va dire la tech à Mitigate a pris un peu a été de bonnes idées avec des applications assez simples vers un truc qui peut être scalé. Alors Hamid a bossé comme head of AI chez dans une boîte de capture, dans une boîte. Je me souviens plus maintenant le nom. C'est pas grave, ça t'a échappé à Londres. Mais une boîte qui a grandi super vite, auquel il est passé de employé numéro 1 où ils étaient 150, Silvera. Qui a vraiment un vrai nom dans tout ce qui est acquisition de données qui permet d'estimer en fait la qualité des crédits carbone. Donc pas du tout vers l'inondation, mais en fait au niveau tech, c'était totalement royal, ça se transférait extrêmement bien. Et puis on a été mis en contact grâce à des amis, encore une fois, des gens qui voulaient nous mettre en contact sur le projet. Et si tu peux rappeler globalement Mitigate, tu l'as dit un petit peu au début, il me semble, si je m'en rappelle. Ça fait déjà presque 40 minutes qu'on parle. Et je crois que tu l'as répété un petit peu au début, où tu l'as dit la première fois, Mitigate. Mais le projet initial, globalement, c'est quoi? Enfin, aujourd'hui, Mitigate, si tu devais pitcher là en 1 minute, tu pitcherais comment ton projet? Alors, Mitigate, c'est la première compagnie d'analytics en prévention de l'inondation. Donc c'est pas donc on est une boîte, je veux bien définir, on n'est pas une boîte de modélisation du risque, on est vraiment une boîte de modélisation de la prévention. Donc on est capable d'aider les assureurs, les propriétaires
les banques, en fait, de comprendre quels sont les bâtiments qui vont être capables de prévenir une inondation, un désastre, enfin un sinistre. Un sinistre. Et donc de pouvoir adapter des bâtiments avec un retour sur investissement le plus intéressant. Et comment ça fonctionne globalement? Parce qu'on a parlé un peu, tu me parlais de d'ondes, tu t'as parlé un petit peu de satellites. Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que pendant ces quelques années, avec l'accélération des enjeux climatiques, on a vu énormément de boîtes, alors pas forcément se monter sur l'inondation en tant que telle, même si je pense qu'il y en a et on peut peut-être en évoquer certaines, mais d'utilisation d'énormément de technologies, de radars, de données, de données produites, etc. sur les sols, etc. et qui combinent à la fois avec des algorithmes toutes ces données-là pour en extraire vraiment à la fois des solutions et modéliser du risque, parce que tu as dit que tu sais pas de modélisation du risque, mais il y a aussi beaucoup ça, c'est modéliser, mieux prévenir, mieux quantifier un risque. Globalement, vous utilisez quoi? Est-ce que vous avez de la donnée propriétaire? Est-ce que vous appuyez sur des sources externes? Et si oui, sur les sources externes, parce qu'à mon avis, tu dois utiliser potentiellement je pense des données satellitaires. Aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent pour toi d'avoir des données ultra précises, c'est-à-dire des données satellitaires qui jouent, je sais pas, au mètre près, ou alors une zone, ça suffit? Enfin, comment ça fonctionne chez toi et chez vous, chez Meetingate? Ouais, après, ce qui est donc très bonne question. Ce qui est très intéressant du coup, c'est qu'avoir dans notre cas, on couvre vraiment un spectre assez important de compétences. D'ailleurs, à Meetingate, il y a personne qui a moins de 7 ans d'expérience dans son domaine, donc on n'est pas c'est vraiment. C'est le critère, c'est un critère. Ah, c'est tacite, c'est un critère tacite. On veut des gens qui viennent pas juste pour apprendre. On veut vraiment des gens qui puissent nous apprendre quelque chose d'important. Alors, on couvre l'ingénierie civile, le climat, les catastrophes naturelles, l'inondation. On vient de recruter quelqu'un maintenant qui nous rejoint avec des compétences en submersion marine. La géophysique, évidemment, l'IA, la data, le software, la big data qui vient de moi et d'Amid. Donc alors, quelle data on utilise? C'est du coup un mix gigantesque. Donc, on utilise des données de bâtiments. On a créé une base de données propriétaire sur quels sont les types de vulnérabilité aux inondations de certains types de bâtiments par rapport à l'année de construction, la qualité utilisée dans chaque pays, à chaque endroit. Et avec ça, et on construit ça avec des partenaires de recherche. Il y a vraiment des choses là où on a dû créer de zéro ou presque des choses. Ça, c'est quelque chose de différenciant pour toi par rapport au reste, parce que effectivement, il y a dans pas mal de boîtes qu'on peut voir et que je vois au quotidien, à la fois tu as l'impression que ça s'appuie sur énormément de choses existantes, mais au final, globalement, c'est comment tu appliques à ton business et comment tu développes toi-même ta propre manière de voir les choses. Est-ce qu'à la base, j'imagine que tu t'es plutôt focus sur quelle base de données on va utiliser, comment je l'intègre, et après vous vous êtes dit comment je peux devenir vraiment différenciant et comment ce que je vais développer moi-même va être un avantage concurrentiel. Est-ce que c'est comme ça que tu... Ah oui, tout à fait. Et je pense que de toute façon, de ce qu'on voit, alors on utilise des données satellitaires, on utilise des données satellitaires, tu me poses la question de la résolution. À très très haute résolution, là on en a besoin, mais à très basse résolution, là on n'en a pas besoin. Alors très haute résolution, oui, ça peut coûter très très cher. Et c'est pour ça. Quoi les ordres de grandeur? On est à peu près à 10 euros le kilomètre carré. Okay. Et quand on veut couvrir un pays ou une ville, ça peut assez vite monter. Donc ça, c'est important de pouvoir utiliser des données qui sont nées. En fait, ça revient vraiment à mon background aussi avant et à ce que Amid et d'autres ont fait dans l'équipe. C'est en fait avoir la data ça sert à rien d'avoir une data qui est trop précise pour un problème simple à résoudre. Donc il faut, et en revanche, si pour nous, par exemple, on utilise les satellites pour comprendre quels sont les alentours du bâtiment, qu'est-ce qui va permettre, par exemple, à un bâtiment d'adapter mieux qu'un autre.
Et dans les zones très urbaines, très denses, là, il nous faut des données satellites très très haute résolution, alors que dans des zones plus rurales, etc., on peut se passer de données haute résolution. Donc en gros, tu fais quoi? Une fois que t'as mis toutes ces données dans, je sais pas, tu prends la Norvège. J'imagine que vous avez peut-être commencé par là. Ouais. Vous avez pris la Norvège, vous avez mélangé toutes ces données, et de quoi vous êtes aperçu? Enfin, qu'est-ce que ça vous a donné? Est-ce que tu te rappelles le jour où, une fois que tu as conçu ta solution, et là tu t'es dit, waouh, là on vient de voir un truc qu'on n'avait pas vu, et c'est ce pour quoi on a travaillé. Ah oui. Et ça, c'est ce que les clients voient tous les jours. Ouais. Hein. C'est donc tu vas entrer une adresse ou une latitude, longitude, ou un code unique de bâtiment. Maintenant, en Europe, c'est quasiment comme ça que tous les bâtiments. Ouais. Exactement. Et en fait, tu vas regarder 2 bâtiments dans la même rue, et en fait, ils vont avoir un résultat de prévention complètement différent parce que la taille du bâtiment est différente, parce que l'âge du bâtiment et la vulnérabilité va être différente, parce que il y a pas autant de place autour, parce que ouais, c'est un tas de raisons. C'est affecté par plus ou moins d'eau, parce que la localisation est différente, donc des profondeurs d'eau, donc ça c'est génial parce qu'en fait, avec ces données, avec la bonne donnée au bon endroit, quand on prend en compte la couverture des sols, la quantité de précipitation auquel on s'attend, est-ce que c'est des sols qui vont être poreux ou perméables ou non, tout ça, en fait, ça a un impact et ça donne un résultat d'adaptation unique à chaque endroit. Okay. Et ça a été un peu la révélation quand on a vu qu'on arrivait à avoir ce niveau de résolution, qu'on est capable ensuite de le valider, puisqu'en fait on a donné ça on a eu des partenaires très très tôt en assurance en Norvège, avec les plus grandes assurances qui ont bossé avec nous, qui ont en fait mis ça dans les mains des experts qui allaient sur site tous les jours. Et c'est vrai qu'on a eu... Tu parles d'experts, tu parles de gestionnaires ceux qui gèrent les sinistres. Gestionnaires de sinistres, ouais, exactement. Qui se rendent compte, en gros, du dégât qu'a pu avoir une inondation, par exemple. En gros, c'est bien ça. Exactement, exactement. Ou visite de site, avant le sinistre. Ouais. Et là, c'est vrai que validation, ça nous a permis finalement d'ajuster quelques trucs, de se rendre compte que certaines choses ne marchaient pas, et puis très très vite arriver à une solution en fait qui est très très intéressante pour n'importe qui en fait qui a besoin de prendre en compte les risques physiques sur des bâtiments. Sur les bâtiments. Et justement, tu parlais beaucoup de prévention. Ouais. Sur la prévention, là, donc, on se rend bien compte de la solution. T'évalues en quelque sorte un peu le territoire où se situe le bâtiment en fonction de multiples données. Et dans la logique de prévention, est-ce qu'aujourd'hui, Mitigate te pousse la prévention adaptée? C'est-à-dire, je sais pas, je prends un truc bizarre, hein, très bête, mais je sais pas, il vous faut des pompes à eau dans votre sous-sol. Est-ce que aujourd'hui, en fonction de toutes les données que vous avez récoltées, vous êtes capable globalement de faire de la vraie prévention et de pousser en gros la solution qui réglerait le sujet? Ah oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment le motto à Mitigate, c'est de donner des diagnostics. J'aime pas appeler ça des recommandations parce que les recommandations c'est un humain en général qui les donne. Moi je préfère parler de diagnostic. Et c'est un diagnostic qui est complètement automatisé, qui est basé sur une base de données énorme qui prend en compte les qualités du bâtiment, les vulnérabilités, les alentours, et qui permet en fait de donner une liste pratique des types de mesures qui vont être les plus efficaces pour ce bâtiment. On est capable de calculer le coût de ces mesures et le retour sur investissement. Donc un exemple je pense que ça donne un très très bon exemple de ce qu'on sait faire. À l'échelle d'un portefeuille, on a des assureurs au Royaume-Uni qui nous demandent alors moi je veux voir que les bâtiments où le coût de la prévention est moins de 10% du sinistre. Okay. Et je veux voir ça sur une moyenne en fait sur plusieurs types d'événements. Un événement avec une période de retour de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30, etc. Et ça en fait ça veut dire qu'on est capable d'estimer la sinistralité,
basé sur la vulnérabilité du bâtiment, qu'on est capable d'identifier la réduction du risque et de calculer, d'estimer la réduction du risque basée sur les mesures qui vont être compatibles avec un bâtiment, et ensuite de calculer le retour sur investissement et de comprendre en fait les bâtiments où il y a le plus de potentiel. Et ces images-là, du coup, puisque forcément dans le temps, en fait, ça bouge. Enfin, je veux dire, la Terre, enfin, l'univers évolue. Donc en fait, il y a des zones qui sont peut-être pas inondables aujourd'hui, qui le seront demain. Comment t'adaptes ces données-là, peut-être pas en temps réel, mais c'est quoi l'horizon de temps dans lequel tu te dis bon là sur ce territoire-là, il faut que tu m'excuses du terme, mais que je remette tout ça dans la moulinette et qu'en gros je sois sûr que le résultat qu'on donne aujourd'hui et qu'on a donné à notre client sur notre plateforme soit correct. Il soit correct. Est-ce que c'est un sujet? Ouais, c'est un sujet. En fait, on a un moyen de détecter là où il y a des changements, surtout sur les données satellitaires, qui nous permet de racheter les données là où ça a changé. Okay. Et ensuite, donc on le fait là où on voit qu'il y a des changements, on le fait à une fréquence annuelle en fait. Ok, d'accord. Donc c'est quand même annuel. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des changements qui. Ok. Bah oui, parce qu'il y a si votre voisin. Donc ça change quand même pas mal de choses sur l'assurabilité au final. In fine, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le lien, mais on fera le lien, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la Norvège, on a parlé un peu du Royaume-Uni, on peut parler de la France. Moi, on parlait beaucoup, j'ai reçu pas mal d'invités sur la fintech et on disait en fintech et en insurtech, en fait, c'est pas forcément un marché globalisé. Chaque marché a ses spécificités. Et là, tu es quand même sur un marché régulé de l'assurance que à mon avis, que tu connais 100 fois mieux que moi, surtout sur cette thématique-là. Et c'est de se dire, ok, t'as commencé par la Norvège. Là, je vais prendre un peu le chapeau français, tu vois, là, un peu le chapeau politique français. Pour les auditeurs, c'est vrai que la France a un régime, on va dire, mutualisé sur les risques. C'est-à-dire qu'au final, chacun cotise pour un pot commun, si je grossis un peu les traits, notamment avec le régime CatNat, si je me trompe pas. Il y a aussi des choses qui sont faites pour la prévention, fonds Barnier, si tu le décriras mieux que moi, je te laisserai peut-être la parole sur ces thématiques-là. Mais c'est de se dire, dans un système mutualisé, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu la question qui tue, c'est est-ce que quand on a souscrit une assurance habitation, une multirisque habitation, dans les années 80 à une personne qui n'a pas changé de contrat, on réactualise au final tous les ans et on se rend compte qu'en 1990, son terrain n'était peut-être pas assujetti ou n'avait pas de risque d'inondation. Est-ce que c'est un problème? Là, je vais prendre la casquette de la France et puis on zoomera qu'au final, dans certains pays, ça peut être peut-être plus productif de se rendre compte qu'il y a des zones qu'on n'assure pas, mais qu'au final, avec des mesures de prévention, on va pouvoir assurer peut-être à un meilleur prix plutôt que d'exclure de toutes sortes. Est-ce que en France, avoir une précision assez fine du risque, ça pose pas des questions d'exclusion, d'assurabilité, de se dire au final cette personne on l'assure, mais en fait on vient de se rendre compte que en fait son bâtiment elle est à risque. En même temps, j'ai déjà ce client, je peux pas demain lui dire je t'assure pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans la tête des assureurs de se dire en fait on a des outils, on a des acteurs qui quantifient un peu le risque. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre le nez dans un sujet qui peut être un peu touchy, où on va se rendre compte qu'en fait, on a des endroits qui sont vraiment pas bons à assurer. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est c'est les zones sensibles, quoi. C'est les zones à très très haut risque. Il y en a en France, d'ailleurs. Ah oui, il y en a énormément. Il y en a pas mal, oui. On va pas les nommer, on va pas stigmatiser de personnes, mais en fait, ce qui est d'ailleurs c'est un défi qui a été identifié de façon assez critique. Il y a deux types d'attitudes par rapport au risque, on va dire en France. Alors évidemment, il y a la CCR, il y a le régime CatNat, c'est une surprime qui est prise. CCR, c'est un organisme qui récolte et qui gère le fonds de la CCR, donc il va payer la sinistralité basée sur les arrêtés préfectorales de catastrophes naturelles. Donc chaque Français cotise à ce fonds.
Ouais. Alors C'est-à-dire que quand je souscris sans le savoir finalement. sans le savoir, mais... c'est-à-dire que quand je souscris un contrat multirisque habitation, Ouais. j'ai une part de ce montant-là qui va être reversée à la CCR. Exactement. Pour faire très simple et pour que tout le monde comprenne. En gros, qu'on habite à Saint-Martin, à Paris, à Montluçon, à Chalon-sur-Saône, on paye en moyenne par foyer 40 €. Ça a augmenté de 24. C'est annuel. C'est annuel. Ouais. Et on le voit pas, mais ça va vers donc ce fonds qui va ensuite être utilisé pour payer la sinistralité. Et une partie de ce fonds va vers le fonds Barnier. On est autour de entre 200 250 millions par an. Ça peut augmenter. Il y a beaucoup d'acteurs en France qui aimeraient le voir augmenter. Et le fonds Barnier va vraiment vers le financement des mesures de prévention. Alors, quand tu parles de financement de prévention, globalement, c'est à titre individuel, à titre collectif. C'est-à-dire, est-ce que c'est des zones, c'est des individus, c'est comment ça? C'est accessible à tout le monde, mais c'est vrai que historiquement, ça a été utilisé dans un premier temps pour la relocalisation, donc c'est-à-dire une maison qui a été sinistrée, on va racheter la parcelle et reloger les personnes ailleurs. Et maintenant, ça a été utilisé beaucoup pour soutenir les mairies, les municipalités, les communes, pour pouvoir en fait, mettre des murs anti-inondation le long des rivières, etc. Des digues, tout ce type de choses. Des digues, voilà. Et c'est vrai que une chose qui a énormément changé, je pense, si on prend l'exemple de la personne dont tu parlais des années 90 à aujourd'hui, c'est en fait un péril qui touche d'ailleurs toute l'Europe et d'ailleurs beaucoup de zones dans le monde. C'est donc les inondations, on va dire, extrêmes dues aux pluies extrêmes. On appelle ça les écoulements, ruissellements. Et ça, c'est un péril qu'on appelait avant un péril, qu'on appelle d'ailleurs toujours un péril secondaire, puisqu'en fait ça avait pas vraiment une échelle pour qu'on le regarde comme un risque individuel. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps en termes de prévention, puisqu'en fait, si on oppose l'inondation riveraine avec l'inondation par ruissellement, les mesures de prévention nécessaires pour les inondations par les rivières ou les fleuves, ça va être des mesures qui sont nécessaires qui doivent être prises par des communes. Alors que pour le ruissellement, c'est plutôt des mesures qui sont beaucoup plus proches de la propriété et de l'individu. D'accord. Et c'est ça est-ce que en France, c'est un peu ça le problème? Je sais pas si c'est très français de dire ça, mais peut-être. Mais t'as un peu ce parti pris de dire, un peu, je prends une casquette d'un assureur. Et je me dis, et même dans tout, parce qu'au final, la mutualisation en France, elle l'est pour beaucoup de sujets indirectement. On peut parler, c'est un peu un système qui se rapproche peut-être de celui de la santé. J'espère que je dis pas de grosses bêtises, mais au final, tout le monde cotise un petit peu de sa poche pour financer un pot commun qui est largement déficitaire, on le sait, mais pareil, un petit peu différent pour les retraites, mais on paye aussi les retraites pour les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc cette mutualisation, elle est assez partout. Et on a aussi cette casquette de dire peut-être par rapport à d'autres pays que tu peux voir, on a parlé un petit peu des US en off avant, on a parlé un peu du Royaume-Uni, c'est peut-être se dire en fait, en France, est-ce qu'on n'a pas cette casquette de se dire en fait, si ça dépasse et que ça devient vraiment un carton, en fait, il y aura toujours l'État et du coup, en fait, t'encourages pas les initiatives privées. Et en fait, tu te dis en fait, bon, si demain, je sais pas, il y a une demi-ville qui est inondée, en fait, c'est pas l'assureur qui va se couvrir, l'État va bien jouer venir son rôle. Et est-ce que alors jusqu'ici, il y a une certaine part de responsabilité versus d'autres pays, c'est-à-dire où tu te dis, en fait, l'État est peut-être un peu trop omniprésent pour laisser la place à vraiment de la vraie prévention, où l'assureur, tu vois, jouerait un rôle beaucoup plus préventif, plutôt qu'un risque type dégâts, je paye le sinistre, tu vois. Alors, c'est vrai que j'ai pas d'avis, donc. Non, et je pense que de toute façon, il n'y a pas de... on peut pas résoudre le problème en donnant des financements que aux communes et on peut pas résoudre le problème en donnant des financements que aux individuels. Donc, je pense qu'il y a
il y a définitivement un atout en France qui est la mutualisation, qui est que tout le monde est assuré. Ça, c'est une très bonne chose, parce que ça évite certains drames qu'on peut connaître dans d'autres pays où tu as une catastrophe, ta maison, elle est réduite à néant. Tu n'as rien. J'étais la semaine dernière à l'UNOC à Nice. Il y avait la maire de Tampa qui était là, Floride exactement, qui disait que elle avait des quartiers qui avaient été inondés jusqu'au au filet du panier de basket. Ça fait un panier de basket, c'est 3,05. C'est vrai, t'as fait du basket. Ouais, j'ai fait du basket. Bien, tu m'avais donc dit. c'est 3,05. Donc c'est quand même relativement haut. C'est relativement haut, qui était même pas sur les cartes d'inondation. Donc aux US, quand les gens ne sont pas sur une carte d'inondation, ça veut dire qu'ils ne sont pas assurés. On n'incite pas les gens qui ne sont pas dans les cartes de zone à risque à prendre une assurance. Donc il y avait personne qui était assuré dans ces zones-là, ils ont tout perdu. Alors ça, c'est en France, c'est quelque chose qui peut pas se produire. Maintenant, je pense que un vrai succès du fonds Barnier, c'était que c'est des financements qui ont été mis à disposition, qui ont été investis, qui ont eu un retour sur investissement. Alors je me souviens plus du multiple, mais on est je crois que c'est suivant les projets, c'était entre 2, 5 et 7. Donc 1 euro investi a réduit les sinistralités dans les zones investies par ce facteur. C'est très efficace et ça, je pense que c'est peut-être le seul pays au monde qui a déjà des données de retour sur investissement sur ce type de mesures. Donc, j'ai envie de dire que la France, quand même, elle a beaucoup de cartes en main, puisqu'on est capable déjà d'avoir un contact direct via l'assurance avec tous les assurés, avec tous les concitoyens, et en plus de ça, il y a déjà des lessons learned qui montrent que ça a marché. Ouais, bien sûr. Alors après, il y a un vrai défi, et tu l'as dit tout à l'heure, qui a un danger, c'est d'utiliser seul les cartes à haute résolution d'inondation, où en fait, j'ai entendu parler par un séminaire il n'y a pas très longtemps organisé par la CCR où il y avait des mutuelles qui disaient, nous, tout le monde paye la même chose, qu'on soit dans les zones à risque ou pas à risque. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des acteurs qui, en fait, ont décidé, qui vont jouer énormément sur le prix, en fait, qui vont repousser les gens à haut risque de leur portefeuille. Ils vont se retrouver avec des portefeuilles qui sont peu risqués. Et au final, les mutuelles se retrouvent avec, en fait, les gens les plus à risque et ça devient pas du tout, c'est complètement insoutenable. Et je veux dire, oui, il y a la CCR, qui est là pour venir récupérer et payer le sinistre. Mais au final, quand on a un portefeuille qui va être soumis à des inondations par écoulement ou par des feux de forêt ou par d'autres catastrophes naturelles à répétition, ou si on a un portefeuille qu'on a beaucoup moins, mais c'est la même chose au Royaume-Uni. On voit des portefeuilles E.ON, un de nos partenaires, a fait une étude il n'y a pas très longtemps l'année dernière sur l'exposition au risque d'inondation des portefeuilles. Ça va du simple au x10. Et ça, c'est vrai qu'en termes de pression sur les équipes sinistres des assureurs, c'est pas du tout la même chose. Ça a un coût qui va du coup être complètement disproportionné. D'accord. Et donc ça serait anticipé par des bonnes mesures de prévention. Alors ça serait. Il y a des zones qui ont des très hauts retours sur investissement. La différence principale, je pense, qui peut être réalisée par rapport à ce qui a été fait, c'est qu'en fait, historiquement, pareil au Royaume-Uni, pareil en France, pareil en Allemagne, pareil en Norvège, on s'est focalisé sur des zones où on avait les plus hauts risques. Donc on a dit, c'est des zones qui vont être touchées par qui ont été déjà touchées, qui vont être touchées dans le futur par des très très gros événements. On va parler de 1 mètre d'eau sur une portion de la ville. Et c'est vrai que par le fait de la responsabilité sociale, les fonds de prévention ont été vers ce genre de mesures de prévention. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec Mitigate, avec les technologies qu'on a, c'est qu'en fait, mettre une pompe dans une cave, ça peut avoir un retour sur investissement bien plus haut
dans certaines zones, on ne parle pas de partout, Bien sûr. peut avoir des retours sur investissement bien, bien plus hauts que mettre une digue à un endroit où on s'attend à 1 mètre d'eau. Okay. Et en fait, si on parle d'assurabilité, on parle de capacité. Et on parle de capacité, ça veut dire c'est la capitalisation qui est nécessaire pour pouvoir assurer une zone. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Évidemment, on veut réduire le nombre de sinistres, mais on veut surtout réduire la quantité de payout, de loss, d'indemnisation. Et en fait, en se disant, est-ce que je mets finalement 2 millions d'euros ou sur une extension d'une digue, ou est-ce que je mets 2 millions d'euros en équipant des centaines ou des milliers de bâtiments avec des mesures de prévention bien moins coûteuses dans des zones où finalement on s'attend pas à 1 mètre d'eau, mais on s'attend à 20-30 cm, mais avec des fréquences très hautes. Et ben en fait, c'est ces questions-là auxquelles on peut répondre. Et au final, si on a réussi à réduire l'indemnisation, on sauve l'insurabilité. Parce qu'on peut se permettre de continuer à payer des sinistres dans des zones à très très haut risque, parce que ça arrive pas très souvent. Mais en revanche, on a réussi à résoudre le problème là où on a finalement de la sinistralité qui est moins impressionnante, qui ne fait pas aller finalement dans les journaux, mais qui finalement réduit le problème de fond. Oui, bien sûr. Et donc, tu as ce premier cas, un peu cas d'usage qui peut s'appliquer à la France. Oui, tout à fait. Et le deuxième cas d'usage, Mitigate, enfin, même de la solution en tant que telle, c'est vrai qu'on a parlé un peu des États-Unis et bon, tout ce qui se passe en ce moment, c'était peut-être pas le meilleur moment, mais aux États-Unis, tu parlais de zones qui n'étaient pas forcément assurées. Peut-être on n'a peut-être pas aussi, notamment des données. Enfin, on a des données, mais on n'identifie peut-être pas. On n'est pas assez précis dans le diagnostic qu'on fait. A contrario, est-ce qu'une solution comme Mitigate peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire se dire à l'heure actuelle, je sais pas, je suis une assurance, je suis en zone blanche, en gros, je n'assure pas. Parce que je n'ai pas en fait une précision fine de mon risque et de la manière dont je peux prévenir. Et en fait, je me retrouve à pouvoir assurer, alors peut-être, je sais pas si on peut parler de surprime, mais en payant peut-être un peu plus, mais en incluant et en ayant peut-être un objectif peut-être un petit peu plus d'inclusivité et de dire en fait, au final, plutôt que de passer d'une exclusion, c'est-à-dire je ne prends pas, à prendre avec ces conditions, j'ai pas aussi un meilleur enjeu de comprendre in fine le risque que je prends à assurer telle partie. Donc c'est un modèle un peu différent. Ça peut répondre à ce cas d'usage. Absolument. Et on a déjà commencé à bosser avec pas mal d'assureurs. Alors au Royaume-Uni, et ça peut s'appliquer. Au Royaume-Uni, c'est aussi un sujet. Ce sujet. Tout à fait. Ouais. Donc, qui est un peu différent du marché français, Alors surtout, en fait, on peut se différencier. Alors il y a le marché de l'assurance privée, privé de propriété résidentielle, etc. Et après il y a le marché de l'assurance quand même du commercial industriel où il y a quand même beaucoup plus de cartes sur la table, où il y a quand même beaucoup plus de variables et où l'assureur peut très bien décliner d'assurer un bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce qu'on commence à voir, c'est, on va dire, un portefeuille avec 250 biens, tous, on va dire, des supermarchés, des zones de stockage, la logistique, etc. En fait, on va voir là, dans ce portefeuille, il va y avoir 10 propriétés qui vont avoir un profil assez haut risque. Et on se dit, donc voilà, qu'est-ce que l'assureur fait avec cette information? Bon, sur les 10, il y en a 3, on peut résoudre le problème très simplement. Bon, mais est-ce que du coup, au lieu de facturer un premium beaucoup plus haut, une prime d'assurance beaucoup plus haut, il n'y a pas plutôt un intérêt d'aller en fait informer l'assuré de façon à en fait focaliser l'attention vers les zones où justement le risque peut être réduit. Et finalement, au lieu de seulement donner un prix, maintenant on peut donner 2 prix. On peut dire ça c'est le prix si aucune mesure est sont prises, et ça c'est le prix si les mesures sont prises sur ces 3 sites. Bon, on comprend que les 7 autres sites ou que
4 des 7 autres sites, on peut rien faire, on prend le risque. Mais en revanche, ceux où on voit qu'il y a un bon retour sur investissement, on veut vraiment voir quelque chose qui a été fait. Et là, sur tout ce qui est, quand on est sur le commercial et l'industriel, on voit pas seulement le dommage au bien. Il y a la perte de rendement sur les sites. Si on fabrique des pneus et que l'usine principale qui va préparer un des ingrédients d'entrée à 10 autres sites, on veut surtout pas que celui-là... et je parle d'exemples avec lesquels on a travaillé. Et là, maintenant, c'est hyper clair. Et maintenant que tu me poses cette question, je te pose une question qui sort un peu du cadre, mais c'est t'as une plateforme, tu la vends, j'imagine, à des assureurs en partie. Est-ce que à terme, ça c'est plus vision un peu long terme, je me dis en fait, t'as l'asset technologique. En fait, est-ce que tu pourrais pas devenir un courtier, tu vois, l'assurance à pousser, tu vois, mais sur un autre business model de l'assurance, tu vois, directement en fait avec le logiciel que tu as, tu vois, et devenir un peu un néo-courtier du risque climatique. Est-ce que, là, je te pose ça vraiment parce que ça m'est venu en tête quand j'ai pensé à ça, parce que tu t'adresses à chaque assureur, faut que tu les démarches. Et plutôt, en fait, si tu prends le système inverse et que tu te dis, en fait, montrer aux gens que, en fait, ils pourraient s'assurer s'ils avaient une meilleure compréhension du risque et demander, voilà, en fait, là, vous pouvez vous assurer sur telle partie, parce que là, pour l'instant, vous pouvez pas le faire. Vraiment question qui sort du cadre, mais vraie question. Alors, on n'a pas l'intention de devenir des courtiers. Pour l'instant, notre savoir-faire, c'est la data, et on veut rester là, et on veut surtout travailler avec les courtiers. Donc, on bosse déjà avec E.ON au UK sur ce sujet-là, et je pense qu'il y a plus d'impact. Pour moi, c'était vraie question, parce qu'en fait, ça m'est venu, je sais pas si la question est bonne, mais je me suis dit, t'as l'asset, t'as la compréhension, ça peut être un canal de distribution. Moi, je pense, si tu penses à impact, et c'est pareil avec Mitigate, si on s'arrêtait et travaillait avec un seul assureur, ou plutôt si on travaillait avec 10, tu touches bien plus de maisons, d'industries, de secteurs. C'est une histoire de marché, pour moi, market. Le but de Mitigate, et j'espère et on n'est pas seul, à penser ça. Je veux dire, il y a tellement à faire sur le sujet de la prévention que je vois pas pourquoi on se restreindrait à devenir un courtier alors qu'on peut travailler avec 10. 10, ouais. Bien sûr. Donc c'est plus c'est plutôt l'angle. Ouais, bien sûr. Non, mais très clair. C'est juste qu'en fait, ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de poser cette question. Et vraiment, la vocation de Mitigate à long terme et moyen terme, j'espère que ce moyen terme est au plus court terme possible d'ailleurs, c'est qu'en fait, Mitigate, c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé par les assureurs parce que c'est eux qui aujourd'hui sont concernés et veulent aller de l'avant là-dessus. Mais au final, le même outil peut être utilisé par des industriels, par des communes, et au final, à la fin... des fonds d'investissement, je sais pas, je parle des fonds d'investissement, infrastructures classiques qui départent des parcs immobiliers assez conséquents, quantifiés. Tout à fait. Ouais. Et c'est se dire, en fait, on a ce problème, on n'est pas le seul à avoir ce problème, les mesures qui vont être les plus efficaces en termes de retour sur investissement sont... un bassin de détention, des zones de reforestation. Malheureusement, dans certaines zones, ça va être des barrières anti-inondation ou ça va être des pompes. On peut continuer longtemps sur la liste. Mais c'est se dire, en fait, l'assureur aujourd'hui regarde la parcelle, regarde le bâtiment. C'est la prime d'où la prime vient. Mais c'est vrai qu'à long terme, on peut se dire, en termes de prévention, on peut réduire les risques de façon efficace et définitive. Est-ce qu'on veut le faire à la parcelle où on a un retour sur investissement de peut-être 1 à 5, de 1 euro investi, 5 euros en retour sur investissement, ou est-ce que finalement 7 euros pour être investi dans un autre projet qui est pas sur cette parcelle, mais 3 parcelles plus loin,
avec l'aide de la municipalité où on a un retour de 1,1 avec retour de 20. Et je pense que c'est vraiment là où on est avec Mitigate. Et j'ai toujours eu un peu un manque quand je regardais les modèles de risque où on dit bon bah voilà, je vois une carte, je vois une zone qui va être touchée. Et pour moi, la solution c'est bon bah malheureusement ça va coûter 1 million d'euros pour réduire le risque sur cette municipalité ou sur ce quartier-là. Qui paye? Vous êtes touché de cette façon-là, vous êtes touché de cette façon-là. Vous avez tel budget, vous avez tel budget. Et je pense qu'à la fin, c'est plutôt l'angle que je vois pour Mitigate, c'est devenir plutôt une plateforme où finalement on collabore. On peut trouver des solutions jointes entre plusieurs acteurs qui viennent d'univers complètement différents, qui peuvent privé, public. Privé, public. Et pour ce côté-là, je pense que, tu vois, ce que la CCR a fait, les financements qui ont été en place, c'est un très bon terrain pour arriver à ce genre de solution. La Suisse a aussi fait beaucoup de choses dans ce cadre-là. La Norvège a aussi un fonds de prévention. Le Royaume-Uni, l'Allemagne sont plutôt du côté privé, 100%, et avec un petit peu d'aide de l'État au Royaume-Uni. En Allemagne, c'est 100% privé. Mais tu vois, demain, je me rends à l'EIOPA à Francfort, et c'est vraiment la discussion qu'on a. Il y a des acteurs de Lloyds, il y a des acteurs il y a des élus européens qui vont être là. Il y a des spécialistes de l'assurance, et l'idée, c'est vraiment de comprendre, bah, voilà, on a le problème, il faut le financer, on a les données, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ces données existent, mais elles existent, qui nous permettent de voir ces retours sur investissement. Et je pense vraiment que, voilà, c'est le moment, c'est maintenant, et il faut qu'on trouve des solutions. On est à Paris, l'orage de grêle il y a quelques semaines. Pas très longtemps. J'étais là, j'ai même des photos. Je te montre sur mon téléphone. J'étais là à la fenêtre, ici exactement quasiment au même endroit où je suis, et ça a commencé vraiment à grêler, mais très très fort. Ouais. Et je vois que les toits en verre là ont bien résisté quand même. Ouais, ils ont bien résisté. Ouais. C'est assez solide. Ça a l'air assez solide. Non mais écoute, merci beaucoup Laurent. Ça fait déjà quasiment 1h15 qu'on parle et qu'on est là. Ça fait aussi longtemps, mais c'est passé à la fois tellement vite sur un sujet hyper passionnant et qui dépasse, qui est quand même un sujet global dans le monde et qui concerne quand même énormément de personnes, des millions, voire des milliards peut-être même. Mais peut-être, je le fais tout le temps dans mes podcasts, et les gens qui écoutent et qui restent jusqu'au bout le savent. Je vais peut-être avoir une dernière question, peut-être, parce que le temps file. Je vais plutôt te donner la parole, parce que c'est vrai que je te pose beaucoup de questions, et le sujet était à la fois passionnant, et puis il y a des moments où je me suis permis de relancer sur un sujet qui me passait un peu à l'esprit, mais en même temps, je trouve ça tellement plus fun de pouvoir poser des questions sur des sujets très diversifiés. Mais maintenant, je vais peut-être te laisser la parole, parce que vu que je parlais un petit peu aussi, sur un sujet, soit te concernant personnellement, soit concernant Mitigate, que tu as envie de partager. Ça peut être sur l'avenir de ton industrie, sur la manière dont les gens doivent avancer sur le risque climatique et la prise de conscience, ou sur toi, sur quelque chose que tu as envie de partager dans un projet entrepreneurial, je sais pas, quelque chose de dur que tu as rencontré dans l'entrepreneuriat, dans des process de levée de fonds, parce que je sais qu'on s'est vu pendant ces process-là. En fait, en gros, c'est un peu ton moment, et c'était dernières minutes sur le podcast où j'étais ravi d'échanger avec toi, où en fait, t'es libre de parler de ce que tu veux. Donc là, je brode un peu, comme ça tu peux réfléchir, mais si t'as déjà le sujet en tête, je te laisse la parole, Laurent, pour conclure. Ouais, merci Pierre. Non, je pense que si j'ai quelque chose qui me vient, c'est vraiment le côté de l'éducation, de la compréhension, qui est vraiment, je dirais, le défi peut-être principal. Je parlais avec des experts, des architectes lundi à Zurich, et on me disait, mais en fait, il y a des données qui ont été disponibles depuis longtemps, mais en fait, on les comprend pas. On n'a pas le moyen de comprendre cette carte. En fait, c'est juste une carte. On n'est pas des géologues, on n'est pas des géographes. Et je pense que, en tout cas, quelque chose qui a été très important à Mitigate, et ça a été de vraiment
essayer, et c'est quelque chose qui d'ailleurs on a recruté du monde il y a pas longtemps. C'est quelque chose on regarde énormément, la capacité des gens à en fait se mettre dans in the shoes of someone else. Donc tu vois l'émotion, enfin l'EQ, emotional coefficient, où en fait si tu peux comprendre le problème des autres, tu peux créer des solutions qui sont bien plus efficaces, bien plus ciblées. Et je reviens un peu à cette carte dont je te parlais, où finalement, si on n'est pas un spécialiste, on la comprend pas. Finalement, si je te dis plutôt à la place de te donner une carte, je te dis en fait, bon bah voilà, tu vas avoir, t'as un risque qu'il y ait tant d'eau et les mesures de prévention qui sont nécessaires, c'est celle-ci. C'est beaucoup plus concret en fait. Et je pense que c'est vraiment inside, enfin à l'intérieur et à l'extérieur, c'est vraiment l'ADN de Mitigate. Et je veux que c'est quelque chose qui est important pour moi de partager, parce que il y a beaucoup de, tu vois, j'étais à Munich hier, on a rencontré quelques clients des énormes boîtes d'assurance qui venaient à la fin et qui concluaient et qui disaient en fait, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment de pouvoir aider en fait nos clients, parce qu'en fait c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, et je pense qu'à la fin il faut pas oublier que à la fin c'est l'humain. Il y a de la tech, il y a plein de choses qui peuvent aider, mais au final réussir à faire comprendre un problème, à faire appliquer quelque chose à des acteurs, c'est finalement c'est l'humain qui joue. En simplifiant. Ok. Très clair. Écoute Laurent, on va dire que l'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation et d'être rendu à Paris, parce que t'es pas souvent là en réalité, donc on s'est un peu coordonné pour que je puisse t'avoir. Et puis j'étais très content que tu parles de ce sujet-là, parce j'avais passé super moment avec toi quand on s'était rencontrés, peut-être 2-3 fois même. On avait même bu un café à l'époque. Absolument. On avait pu parler un peu de Mitigate, donc je suis très content d'avoir de tes nouvelles, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Pierre.